Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. L'AC Milan s'est imposé sur la pelouse du Friuli 2-1 face à l'Udinese. Avant de revenir sur ce match, nous allons tout d'abord faire comme la semaine dernière, un petit point sur le match d'Europa League, la victoire 3-0 face à Prague. Théo, dis-nous un peu ce qui s'est passé pendant ce match. Et effectivement, Guillaume, nouvelle victoire pour les hommes de Pioli en Europa League et des nouveaux changements au niveau du dispositif. On en parlait la semaine dernière, Pioli qui a bien testé son milieu à 3 en Europa League. Nouvelle absence d'Aka Çalhanoğlu qui était toujours pas remis. Et du coup, voilà, on a eu le droit à Bennacer, Krunic et Tonali au milieu de terrain. Brahim Diaz, titulaire à droite, Castillejo aligné de l'autre côté, et puis Zlatan en pointe. Au-delà du résultat, Milan s'est imposé 3-0. Moi, j'ai beaucoup aimé la performance de Diogo Dalot à gauche, qui du coup est encore plus importante à souligner quand on voit les récentes performances de Théo Hernandez. Pas forcément inintéressante à voir, mais on sent qu'il est émoussé physiquement. C'est un défenseur qui donne beaucoup, notamment pour l'attaque. Et Dalot qui jouait à droite principalement à United, mais qui était un défenseur qui est formé à gauche à Porto, a été titularisé à gauche, a été très intéressant à voir. Il marque un super but d'ailleurs peu de temps avant la 70e. Très beau but aussi de Rafael Leao, qui est rentré, qui a remplacé Zlatan à la mi-temps. Très bonne entrée aussi du Portugais qui s'est rapidement mis en évidence. L'ouverture du score, elle est signée Brahim Diaz en première période sur une passe décisive de Zlatan. Zlatan qui loupe un penalty d'ailleurs sur la barre à la 36e. On a fait sortir Zlatan à la 45e, mais on en reparlera plus tard quand on voit le match qui nous livre ce soir. Je pense que c'était largement bien calculé de la part de Pioli. Bilan comptable très favorable pour l'instant. 2 matchs, 2 victoires, 6 buts mis, un seul encaissé. Du coup, on se déplacera, on recevra, si je dis pas de bêtises, Lille en milieu de semaine, le jeudi. Mais voilà, on s'est bien préparé les 2 premiers matchs. Si on prend une nouvelle fois les 3 points face aux Dogs, on se mettrait quand même très bien dans ce groupe H pour espérer aller en 32e de finale. On sent bien que tout l'effectif est concerné. Là, tu l'as dit, but de Dalot, de Brahim, de Leao qui profite de l'absence de Rebic pour gagner une place de titulaire. Mais globalement, Krunic joue énormément aussi. Je trouve que on l'a vu encore aujourd'hui face à la Roma. On l'a vu jouer pas mal de minutes en Europa League. Donc vraiment, on sent que Pioli tout l'effectif de Pioli est concerné sur ces 2 compétitions pour l'instant. Il y a une dynamique de groupe qui est intéressante à suivre. Tu le dis très justement. Je pense que Aogué va aussi avoir son temps de jeu devant parce que on a quand même des ailiers et même Akan qui courent beaucoup par match. C'est une dépense physique qui est conséquente. Donc ouais, c'est intéressant de savoir qu'on a une possibilité de doubler à chaque poste et que c'est pas forcément des doublures juste pour le nombre. Il y a un réel investissement. Quand on voit la performance d'un joueur comme Dalot qui avait pas forcément joué avant, c'est important pour lui et pour l'équipe de se mettre en confiance rapidement. Rebic s'était blessé face à Crotone, il a fait son retour sur la pelouse en rentrant en jeu aujourd'hui face à l'Udinese, mais là-haut on a bien profité et c'est très important, tu le dis très justement, un groupe c'est bien, mais un groupe qui s'entraide c'est mieux. Très bien. On va passer du coup à la rencontre de ce midi opposant l'Udinese à l'AC Milan, victoire 2-1, du coup je l'ai dit, grâce à des buts de Kessie à la 18e minute et Ibrahimovic à la 83e minute. Ibrahimovic, meilleur buteur du championnat avec 7 réalisations, tandis que l'AC Milan reste premier et restera premier à la fin de cette journée de championnat. Adri, qu'est-ce que tu en as pensé globalement de ce match ? Déjà, avant que ça commence, on s'attendait à un match compliqué face à l'Udinese, de par déjà l'heure, 12h30, face justement à cette équipe-là qui nous a posé pas mal de soucis depuis quelques temps. Sur les 5 derniers matchs, Milan a remporté que 2 fois, 2 matchs nuls et 1 défaite. Mais le dernier match, on avait gagné 3-2. Doublé de Rebic, il me semble, si je dis pas de bêtises. À la 93e minute, on avait emporté la victoire. Mais par contre, c'est vrai qu'on a une Udinese cette année qui est en grande difficulté, qui est 18e du championnat. 4 défaites, seulement 1 victoire. Donc on pouvait s'attendre quand même à un match peut-être plus facile de la part du Milan. Et pourtant, voilà, malgré une bonne entame de match, on a eu quand même quelques paires de balles dans les 20-25 derniers mètres en début de mi-temps. On a marqué assez rapidement à la 18e minute, comme tu disais. Magnifique but. Avec une magnifique ouverture déjà de Bennacer pour Zlatan qui a l'intelligence, la lucidité de temporiser, de jouer de son corps pour attendre Kessié, qui remet à l'Ivoirien, qui reprend le ballon comme il vient, quoi. Et par contre, c'est qu'on a eu des Rossoneri qui ont un peu plus de peine entre la 25e et 31e minute, avec des joueurs de l'Udinese,
qui allait à l'assaut des buts de Donnarumma, qui commençait vraiment à mettre un peu plus le pied sur le ballon. Et en deuxième mi-temps, on a eu directement un penalty concédé par Romagnoli, une faute qui aurait pu être évitable. C'était vraiment une faute bête, je trouve. C'est concrétisé par des pôles. Et puis, on a eu une deuxième mi-temps compliquée pour Milan, parce que voilà, l'Udinese avait vraiment un bloc défensif qui était bas, très compact. On a très peu vu nos joueurs offensifs, j'ai trouvé, sur tout le match, surtout en deuxième mi-temps. Faut saluer la prestation de l'Udinese encore, qui nous a mis en difficulté. Mais on peut remercier encore Zlatan qui nous sort un but à la Zlatan en fin de match. Donc on s'en sort bien, mais c'est vrai qu'on a eu un match compliqué. Après, voilà, on l'attendait, on a toujours du mal face à cette équipe-là, surtout aussi à cette heure-là. Donc on est sur quoi? Sur 24 matchs sans défaite maintenant, donc on continue notre folle série. Et on est premier, comme tu le disais tout à l'heure. C'est ça, une équipe qui est très compliquée à jouer, surtout pour Milan. Je suis allé de mes statistiques cette semaine. La dernière fois qu'on avait gagné par 2 buts d'écart face à l'Udinese, c'était le 30 novembre 2014, soit il y a 12 matchs. La dernière fois qu'on avait gagné par 2 buts d'écart. Le bilan à l'extérieur sur les 6 dernières saisons était de 1 seule victoire, 2 nuls et 3 défaites. Ou encore 5 victoires sur les 12 derniers matchs face à l'Udinese, dont 2 de ces 5 victoires étaient dans le temps additionnel. Je l'ai dit tout à l'heure, Rebic à la 93e minute la saison dernière. Et la saison d'avant, Romagnoli, 97e minute, on s'en rappelle tous de ce match fou. Donc voilà, une équipe qui, on l'a vu aussi pendant le match, le commentateur Philippe Genin le disait, plus grand nombre de matchs nuls pour l'Udinese en Serie A, c'est face à Milan avec 44. Donc voilà, c'est notre bête noire. On a l'habitude des matchs compliqués, ça l'a encore été, sauf que aujourd'hui, et on l'a vu sur les récentes performances de l'AC Milan, on les gagne, ces matchs. On les gagne, on prend tous nos points. On prend maintenant des points face aux gros. On prend des points face aux petits, alors que les dernières, c'était ni l'un ni l'autre. Donc voilà, c'est satisfaisant. Moi, j'ai trouvé que sur ce match-là, on est très bien entré dans le match. On a mis beaucoup d'engagement, beaucoup de rythme. Et puis, ça a été récompensé grâce à ce magnifique but de Kessie, tu l'as dit, Adri. Après, voilà, il est vrai qu'on aurait pu vite chercher à se mettre à l'abri. On a essayé. On n'a pas eu de réussite suffisante. Et puis derrière, Romagnoli nous a rendu le match très compliqué avec cette faute de débutant, j'ai trouvé. C'est complètement en retard, il le fauche bêtement. Voilà, donc ça confirme aussi les récentes performances de Romagnoli qui peine à se remettre de sa blessure et de sa longue période sans jouer. On en reparlera de toute façon dans les tops et les flops, je pense. Mais voilà, du coup, on a eu du mal. Vite, l'Udinese s'est remis dans le match, partout. Et puis là, ça a été compliqué. J'ai vraiment senti l'Udinese fermer le jeu. On l'a vu avec les remplacements à la 70e de Pereira et je ne sais plus quel autre joueur, mais voilà, pour mettre des joueurs à vocation défensive. Mais heureusement, Zlatan, et on peut mettre aussi un beau coup de chapeau à Pioli pour le coup, parce que franchement, ces rentrées, notamment celle de Brahim, Dalot et Tonali ont fait énormément de bien. Et Rebic, j'oublie Rebic. Mais Rebic qui permet à Zlatan de marquer sur son action. Mais voilà, grosse prestation des remplaçants, bon coaching de Pioli. Et je pense que voilà, le fait de, comme je l'ai dit en tout début d'émission, de faire jouer régulièrement les joueurs, ça permet en fait à toute l'équipe de se sentir concernée. Et voilà, cela fait qu'on gagne 2-1 en dominant le match parce que voilà, 60% de possession pour nous tout de même. Donc voilà. Théo, t'en as pensé quoi toi pour finir ? Globalement d'accord avec ce que vous dites là. C'est un match qu'on aurait perdu il y a 2-3 ans, il faut être lucide, ou qu'on aurait peut-être arraché miraculeusement le nul. Moi, ce que je retiens au-delà de l'aspect tactique de notre côté, c'est vraiment la difficulté qu'on a eu à faire face au 3-5-2 des hommes de l'Udinese qui étaient très compacts. Franchement, les hommes de Gauthier, le match de Pussetto est hyper intéressant à gauche. Il a mis en difficulté à de nombreuses reprises Romagnoli. Deulofeu a été un peu moins réussite devant les cages parce qu'il en a quand même quelques-unes des occasions. Okaka a énormément pesé sur notre défense, on le savait, c'est un habitué. Et puis après, voilà, Depol, c'est toujours un peu l'énigme côté Udinese. On sait que c'est un joueur qui, en dehors de ses blessures et quand il est en réelle forme, avec le respect que j'ai pour Udine, n'est pas du tout un joueur de ce calibre-là et mériterait bien mieux. Après, voilà, c'était un match intéressant. Retour de Musso aussi, faut pas l'oublier. C'est un joueur qui s'était blessé avec la sélection nationale, si je dis pas de bêtises. 3 matchs, il prend son premier match titulaire aujourd'hui. Donc voilà, c'est
des performances intéressantes. Et puis moi, surtout, le doute de Pioli que j'ai compris sur ce match-là, qui était vraiment pas facile à comprendre, c'était savoir s'il fallait faire sortir Akan ou pas. Je m'explique. Akan, s'il sort, généralement, c'est soit pour un ailier, soit pour Brahim Diaz. C'est un changement qui est à vocation assez offensive. On sait Akan ne fait pas forcément les efforts derrière. Et on le voit, je pense que Pioli attendait. On arrive à bousculer la rencontre, à marquer pour repasser devant. La preuve en est, dès que Zlatan marque, Akan sort et c'est Krunic qui rentre. Krunic, l'importance de ce joueur-là sur le banc, c'est qu'il te permet, certes, de rester à 3 derrière Zlatan, mais avec quand même un repli défensif plus important. Tout à fait. Mais s'il faisait par exemple rentrer Krunic à un partout, tactiquement parlant, c'était pas le choix le plus payant parce que tu perdais un joueur de tireur de coup franc et tu perdais une présence offensive. Alors que forcément, quand tu débloques la rencontre, Krunic reste un apport offensif potentiel, mais c'est surtout un repli qui est essentiel pour les pivots, les deux pivots devant la défense. Je comprends ce changement-là et sinon très content de la victoire, bien sûr. Alors pour rebondir sur Pioli, je voulais en parler dans mes tops, mais je vais en parler maintenant du coup. C'est vrai qu'il a encore une fois des bons coachings, notamment Rebic, Diaz qui ont fait une différence quand ils sont rentrés. Tonali aussi a fait un bon match. Krunic, on l'a moins vu, il est rentré en fin de match, je crois, à la 88e. On a souvent dit que voilà, Zlatan, c'est lui qui a changé le visage du Milan. Mais alors c'est vrai, hein, il a grandement contribué, mais il faut aussi donner le mérite aussi peut-être un peu à Pioli. On voit vraiment qu'il a mis sa patte maintenant sur la formation du Milan. On voit vraiment qu'il a construit un groupe, qu'il a vraiment réussi à faire quelque chose avec cette équipe. Après, coaching, en termes de coaching, que ce soit voilà, en Serie A, même en C3, les formations, les joueurs, là où il va les placer, c'est vrai que c'est intelligent, c'est réfléchi. Donc voilà, on l'a beaucoup critiqué l'année dernière, moi le premier. Hein. Donc il fait taire beaucoup de personnes et voilà, faut vraiment parler de Pioli. Voilà, c'est aussi grâce à lui si on en est là aujourd'hui. Très bien, on va refermer du coup cette page, en tout cas de manière générale, pour s'attarder aux performances individuelles des joueurs. Je te laisse commencer avec tes tops. Pour mes tops, en troisième place, je vais mettre Diaz. Il est rentré à la 56e minute en même temps que Tonali. Il a vraiment fait, voilà, il y a vraiment une fraîcheur qui est rentrée avec Diaz. Il a tout de suite été dangereux, que ce soit par ses dribbles, dans la percussion. Plusieurs fois, il a réussi à jouer une deux avec Zlatan. Il me semble qu'il a eu une ou deux frappes en deuxième mi-temps qui aurait pu aller dedans. Donc voilà, Diaz a fait une bonne rentrée et voilà, dans la lignée de ce qu'il a fait depuis qu'il a Milan, confirme que voilà, il a un bon potentiel. En deuxième, j'ai mis Kessié, un but. Encore une fois, il a montré que c'était lui le patron au milieu, serein. Alors oui, il a par contre fait une perte de balle, il me semble, en première mi-temps qui aurait pu coûter un but à Milan, mais j'ai encore trouvé encore une fois très très important dans le jeu. Et en première place, Zlatan, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, encore un but, une passe. Alors, on l'a peu vu, comme tout le secteur offensif, hein, de par le match de l'Udinese qui était voilà, avec un bloc défensif compact, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, Zlatan, encore une fois, un but, une passe, un but dans les dernières minutes de jeu qui nous permet de ramener la victoire et les 3 points. Donc, voilà, Zlatan en premier. Très bien. Théo? Sur mes tops, déjà, je partage l'avis d'Adri. Après, ouais, en première position, ça me semble inévitable. Zlatan, c'est fatigant. Franchement, à la longue, c'est fatigant de se dire qu'on a un potentiel père de famille qui montre qu'il est encore sur le toit de l'Italie. C'est extraordinaire. Moi, ça me fascine. Le match qu'il fait encore là, on l'a certes sorti, on l'a senti traîner de la patte un peu parfois. C'est un joueur qui peut paraître nonchalant sur certaines de ses actions, mais quelle chance d'avoir ce buteur-là pour peser sur des défenses pendant 90 minutes. Son but qu'il va chercher, il est extraordinaire. Son contrôle, des maillots qui est un défenseur pas facile à bouger de l'épaule, le maîtriser comme ça dos au but, comme il l'a fait pour la passe D, c'est extraordinaire, franchement. Donc oui, évidemment que Zlatan est mon mon homme du match sur cette rencontre. Derrière, t'en parlais très justement. Brahim Diaz, c'est vraiment agréable. On va pas se mentir, des ailiers soyeux comme ça, qu'on signe, là en l'occurrence c'est un prêt, on espère qu'il sera là pour les prochaines saisons. C'est très agréable à voir jouer quand même. C'est très soyeux dans sa vision de jeu, dans sa manière d'étaler son football. Et j'ai beaucoup aimé la prestation de l'ancien joueur du Real ou de City. Il remplace un Saelemaekers qui était un peu plus en difficulté sur ce couloir. Après, on sait que le couloir droit, c'est pas forcément notre point fort. Mais Brahim Diaz m'a régalé. Et puis, pour la troisième marche du podium, et encore plus quand on voit la performance de Romagnoli, je suis obligé de mettre Simon Kjær. Quelle solidité. Là, le duel qu'il fait face à Kevin Lasagna sur la fin,
Même s'il provoque la faute, il est encore présent, alors que Lasagna, c'est pas forcément un buteur lent et facile à défendre. Quel match! Quand Romagnoli nous déçoit, Kier reste la valeur sûre de cette défense centrale-là. Merci pour les travaux, Simon, et merci au Danemark d'avoir mis au monde ce joueur, parce que franchement, il nous a encore régalé là, et surtout en termes de régularité, de longévité sur ses performances, c'est un joueur que je trouve extrêmement constant. Donc merci Kier, et ce sera mes 3 tops pour cette rencontre. Très bien. Pour ma part, j'ai mis en troisième position Raphaël Leao. J'ai trouvé qu'il a été très remuant en première période, très bonne qualité de centre. Alors justement, on avait ce débat ce mois-ci, en tout cas, vu qu'on l'a vu évoluer à gauche et en centre, en buteur à la place de Zlatan Ibrahimovic quand il avait le Covid. J'ai trouvé là une très bonne qualité de centre, très remuant. Je trouve que même physiquement, voilà, il gagnait beaucoup de duels à l'épaule, à la vitesse, etc. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match. Il revient très bien, je trouve. Il est plus concerné. Il est moins nonchalant, en tout cas, depuis 3-4 matchs, parce que tout simplement, il joue avec Zlatan. Donc quand tu joues avec Zlatan, t'as pas le droit d'être nonchalant sur le terrain, tu te donnes. Et il le fait bien, il le fait très bien même. Et voilà, et Rebic va avoir, ça va être une concurrence, voilà, à voir comment Pioli gère aussi ça. Pour l'instant, il gère très bien la rotation avec Tonali et Bennacer et Kessié. À voir comment il va gérer cette rotation entre Rebic, Leao et même Aogue, parce que mine de rien, le Norvégien peut aussi prétendre à une place de titulaire à gauche ou à droite. Donc voilà, on a du monde, on a de la vraie profondeur de banc à ce poste-là, mais en attendant, Leao a fait une très belle prestation jusqu'à sa sortie à la place de Rebic. En deuxième position, j'ai Kessié, qui est resté jusqu'à la 83e minute numéro 1. Mais voilà, Kessié, jusqu'à son but, on ne voyait que lui, un nombre de récupérations de balles assez impressionnant. Voilà, projection vers l'avant, je trouve en fait que même ce qui était intéressant avec son duo avec Bennacer, c'est que c'était plus le milieu box-to-box. Vraiment, voilà, il se contentait de récupérer les ballons, de donner à Bennacer qui, lui, ensuite jouait vers l'avant. Et ben, je trouve qu'il a gagné en fait pour relancer en fait le jeu. Maintenant, il récupère les ballons, mais aussi il relance très bien et intelligemment vers l'avant. Et donc voilà, il a progressé encore une fois. Et voilà, il a fait vraiment un match stratosphérique, j'ai trouvé, face à l'Udinese. Et enfin, en première position, Zlatan Ibrahimovic. Une magnifique passe décisive, un sublime but. Voilà, 39 ans. Je pense qu'il faut mettre énormément de respect sur son nom. Je sais que lors du dernier confinement, voilà, il y avait eu un débat autour de Zlatan Ibrahimovic et certains ne le considèrent pas comme une légende parce qu'il n'a pas remporté la Ligue des Champions ou une compétition avec la Suède. Enfin, peu importe. Je pense que vraiment, c'est une véritable légende. À 39 ans, pouvoir mettre encore des ciseaux. Enfin, faut arrêter. Et puis, je repense, voilà, je cherche pas le clash du tout, mais je repense à ce que disait Daniel Riolo en février ou en janvier quand Zlatan signe, c'est un attaquant cramé qui vient dans un club fatigué, quoi. Et en fait, Zlatan est premier du championnat un an après, un peu moins d'un an après, et meilleur buteur du championnat. Donc voilà, Zlatan continue de nous impressionner. On en reparlera peut-être tout à l'heure dans le débat du jour qui sera sur le joueur du mois d'octobre. Mais en attendant, voilà, il nous a encore ébloui cet après-midi. Très bien, on va passer au flop maintenant, Théo. Mon premier flop, et je le mets à contre-cœur parce que c'est un joueur que j'aime, mais c'est Alessio Romagnoli. C'est pour moi d'ailleurs le seul flop de cette rencontre, dans le sens où les deux joueurs que je vais citer après me semblent plus dans une méforme que dans des matchs qui ne finissent pas. Romagnoli, c'est dur, son retour de blessure est très enfantine, sa faute sur Pussetto, pardon. Et je la trouve largement évitable. Le contact y est, certes. Après, voilà, l'arbitre ne fait pas appel à la VAR, mais on n'est pas là pour redessiner le penalty ou l'action. Le penalty a été sifflé, c'est comme ça. Mais c'est un match tendre encore, et ça commence à devenir préoccupant parce que on parle d'un joueur qu'on a chéri, dont on a besoin. D'ailleurs, c'est encore le capitaine ce soir et ça reste un élément important de notre défense centrale. Mais cette blessure au mollet qu'il a contractée à la fin de la saison dernière, visiblement, il a du mal à en revenir. Moi, c'est pas le même défenseur qu'on a vu sur les saisons précédentes que je vois depuis son retour. Et c'est des performances qui nous sont difficiles à encaisser, surtout et d'autant plus, j'ai envie de dire, quand on voit ce que son coéquipier en défense centrale fait à côté, quoi. Donc, déçu de la performance de Romagnoli une nouvelle fois. Au-delà du penalty, je l'ai pas trouvé dans son match,
Et j'espère sincèrement qu'il va revenir à son réel niveau. C'est là où on se rend compte aussi de l'importance de Kier, en fait, parce qu'on n'aurait pas recruté Kier, qu'on se serait peut-être retrouvé avec un Romagnoli en méforme et un Musacchio à ses côtés. Donc Ou voilà. pire, ou pire, un Romagnoli Gabia d'office Mm. avec comme doublure à cette charnière centrale Duarte. Je vous Voilà. laisse imaginer l'enfer. Non, mais voilà, c'est clair que Romagnoli est dans une méforme. Tu l'as très bien dit, Théo. Après, heureusement qu'on a Kier qui tient la baraque derrière. Gigio aussi est quand même assez rassurant sur sa ligne. Donc voilà, pour l'instant, Kier tient vraiment la défense centre, en tout cas la charnière centrale, à lui tout seul sur les 2-3 derniers matchs. Ton deuxième joueur? Et après, voilà, je voulais te parler simplement des deux joueurs que j'ai trouvé un petit peu moins percutants aujourd'hui, c'est Théo Hernandez et Akan. J'en parlais sur les matchs précédents, mais c'est des joueurs voilà, qui sont énormément mis à contribution. Akan a eu une petite période de césure, mais Théo Hernandez aligne vraiment les matchs depuis le début de la saison, à l'exception du match face au Sparta où il a eu ce répit avec la titularisation de Diego Dalot. C'est un joueur qui, encore une fois, a apporté sur le dernier quart d'heure. Je trouve il a une des ressources qu'on ne soupçonne pas forcément, mais je pense qu'il a besoin de repos, c'est évident. Le match face à Lille va être physique, c'est inévitable, surtout quand je vois les performances de Burak Yilmaz en pointe en Ligue 1. Ça va peser sur sur la défense milanaise. Donc j'espère que la fraîcheur de Diego Dalot sera privilégiée par Stefano Pioli parce que on va avoir besoin d'une défense fraîche et en pleine forme face à Lille dans quelques jours. Et puis à Cannes, voilà, forcément, ça fait partie de ces joueurs où on attend beaucoup de lui maintenant parce qu'il a prouvé qu'il était capable de faire de bonnes choses. C'est plus l'ailier apathique qui était couloir à gauche enfermé et qui attendait qu'une chose, c'était de rentrer dans l'axe, comme on a eu l'occasion de le voir sur les précédentes saisons. Et là, il a ce vrai rôle, le numéro 10 dans l'axe. On en attend forcément plus de ce joueur-là. Et aujourd'hui, il n'a pas été bon. J'en parlais en début d'émission, mais ça a été aussi un casse-tête pour Pioli de savoir de le faire sortir ou d'espérer qu'il allait continuer à créer enfin quelque chose d'intéressant. L'un des moins bons Milanais sur la pelouse, ça c'est sûr. Et c'est voilà, mes deux jours en méforme, mais de là en faire des flops, ce serait être un peu de mauvaise foi au vu de ce qu'il nous offre depuis le début de saison et même sur les 6 derniers mois. Très bien, donc un seul flop, allez sur Romagnoli sur cette rencontre. Adri, toi tes flops? En troisième place, j'ai mis Théo Hernandez. C'est vrai que voilà, on l'a souvent loué pour ses performances. Il faut le dire aussi quand ça va pas. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de mauvais choix de sa part en première mi-temps, un manque de concentration aussi, j'ai trouvé, et peu de montée en première mi-temps par rapport à d'habitude. Après, voilà, c'est vrai qu'il doit être cramé. Enfin, comme tu l'as dit, Théo, il a joué quasiment tous les matchs. Il s'est reposé Euh, jeudi après. Hein. ouais, c'est vrai qu'il s'est reposé jeudi. Mais voilà, il a peut-être une baisse aussi de forme, mais c'est vrai que je l'ai moins trouvé dans son match. Après, c'est vrai que ça fait 2-3 matchs où je trouve un peu en dessous de ses performances habituelles. Après, voilà, il va sûrement se ressaisir dans les prochains matchs. En deuxième, j'ai mis Alessio Romagnoli. C'est vrai qu'il a du mal à retrouver un peu son niveau depuis sa blessure. Face à l'Inter, il était en difficulté. Là encore, j'ai trouvé plusieurs fois en difficulté. Il a perdu quelques duels, même pas mal pour le coup, j'ai trouvé. Et voilà, le penalty sur le joueur de Ludin était évitable pour le coup. Donc voilà, c'est encore une mauvaise performance de Romagnoli. Et en première place, moi, j'ai mis Akan. Je trouve qu'il n'a pas réussi grand-chose à l'image de son coup franc totalement raté quand il glisse. Après, alors je sais pas vous, mais moi, je le trouve fatigué. Physiquement, je le trouve rapidement essoufflé, vite. Je le trouve fatigué. Après, voilà, c'est peut-être comme aussi Théo, aussi peut-être une baisse de forme aussi, mais voilà, c'est vrai qu'à Cannes, sur ce match-là, je l'ai trouvé en dessous, et surtout la stat qui fait mal, c'est 16 ballons perdus sur le match pour le Turc. Ok, très bien. Pour ma part, moi j'ai longtemps hésité, Théo Hernandez a longtemps été en troisième position, mais j'ai trouvé que ces 20 dernières minutes étaient bonnes. L'atteste encore une dernière percée dans le temps additionnel où il remonte tout le terrain avec le ballon. Voilà, je l'ai trouvé un peu en dedans, comme vous l'avez dit, mais voilà, il revient bien sur la fin de match et voilà, c'était des prestations de la première à la 90e minute où il court non-stop. Donc pour le coup, voilà, je le mets en dehors de mes flops et je mets en troisième position du coup Salmakers, que là aussi j'ai trouvé très fatigué. Je l'ai vu essoufflé dès la 51e minute au retour des vestiaires où il avait du mal à faire le repli défensif. Donc lui aussi, je pense qu'il a besoin de souffler. Il n'a plus la pression qu'il avait au début de la saison, voilà, avec toutes les critiques qu'il y avait autour de lui. Là, je trouve vraiment qu'il arrive
de plus en plus à s'imposer à ce poste de milieu droit. Mais voilà, j'ai trouvé un peu en dedans des imprécisions aussi pas mal. Donc voilà, Stenmakers en 3. En deuxième position, j'ai mis comme comme toi, Adri, Romagnoli, pour les raisons que tu as dit, voilà, le penalty bêtement provoqué et sa performance un peu compliquée en défense centre. Et enfin, en première position, je suis d'accord avec vous, Hakan Çalhanoğlu, que j'ai trouvé en dedans aussi fatigué, des imprécisions, t'en parles encore, ces ballons perdus aussi. Donc voilà, mais finalement, c'est quand même une bonne rencontre de manière générale. Voilà, quand un joueur est pas bien, comme Hakan Çalhanoğlu aujourd'hui, et ben derrière, on a de la chance d'avoir des joueurs qui rentrent et des Rebic, des Brahim font énormément de bien. Même si Hakan Çalhanoğlu va rester 20 minutes de plus, tu vois, et un Brahim, lui, va vraiment prendre le rôle offensif et va permettre de Çalhanoğlu de faire moins d'efforts, de se reposer un peu plus sur le terrain en attendant son changement. Mais voilà, je trouve que Pioli a bien géré ça. Ouais. On peut remercier les 5 changements qui Ouais. sont encore Ah, et qui sont autorisés cette saison. Tu le dis très justement, Guillaume, mais je ne sais pas comment on s'en serait sorti là. Là, à 3 changements, Pioli. Déjà, Krunic, tu es sûr qu'il rentre pas avant la 88e parce qu'il ne peut pas se permettre de faire sortir un joueur alors qu'il y a un nouveau blessé qui n'est pas prévu. Casse-tête pour savoir si tu fais sortir Benasser ou Kessié. Et puis sur les 3 derrière, tu peux en faire sortir qu'un seul, quoi. Tu laisses Calabria cramer. Enfin, je sais que c'est que actuellement, c'est uniquement en première ligue, si je dis pas de bêtises, qui sont repassés à 3 changements. Mais dans le contexte actuel où les joueurs ont quasiment pas eu de repos à la fin de la saison précédente, heureusement qu'il y a ces 5 changements parce qu'on se rend compte que, en tout cas pour Milan, c'est rarement quelque chose qui est lésiné ou laissé de côté par Pioli parce qu'il sait très bien que c'est pas des changements qui ont été mis là par hasard. Et encore une fois aujourd'hui, tous les joueurs qui sont sortis, ils ont été remplacés. Il y avait de la fraîcheur derrière. On sentait que une petite question, alors c'est vrai que tout ça c'est subjectif. Toi, Guillaume, tu l'as mis dans tes flops et Théo, toi, dans tes déceptions. Romagnoli, je vois de plus en plus de monde qui remettent en doute son brassard de capitaine. Vous en pensez quoi, vous ? Je pense que c'est un joueur qui actuellement là, on en parlait il y a quelques émissions, sûrement grâce à sa longévité. On parle d'un joueur qui a traversé les périodes les plus sombres de notre Banter area et du coup, c'est logique qu'il l'ait. Après cette saison, je pense qu'à la trêve hivernale, si ça continue comme ça, il va devoir y avoir une remise en question. Zlatan le mérite, même si avec ou sans brassard, je pense pas qu'il ait besoin de ça pour instaurer son aura sur le 11. Après, qu'un joueur comme Kessié, comme il l'a eu lors de la dernière rencontre, le brassard, ça me choquerait pas non plus. Le donner à Kier, ça m'étonnerait pas. Je suis un peu mitigé par l'idée de donner un brassard au gardien parce que au-delà de la symbolique, en termes de communication avec l'arbitre, il va pas aller gueuler au poteau de corner, Didio. C'est juste pour moi un aspect pratique, donc pas forcément le donner à Didio, même s'il le mériterait. Donc ouais, Kier, Kessié ou Zlatan, pour moi, seront les trois successeurs potentiels. Je le vois mal le donner à Cannes par rapport à son passé avec le club. Et puis voilà, Zlatan, son brassard de leader, il l'a. On n'a pas besoin de lui attribuer et d'écrire sur la feuille de match. Il a de manière naturelle. Moi c'est plus ça en fait. C'est que je pense que c'est un faux débat. On l'a eu lors de la dernière émission avec les autres, vu que tu n'étais pas là, Adrien. Mais c'est ça en fait. C'est que pour moi, bien sûr que là, quand tu vois les matchs, Romagnoli est vraiment dedans, communique pas plus que ça et ça devrait revenir directement à Zlatan Ibrahimovic ou quoi. Mais c'est juste pour la symbolique. Parce que je pense que maintenant, un Romagnoli qui est en méforme, qui est un peu en manque de confiance, si tu lui retires le brassard, tu le flingues, quoi. Et je pense qu'on n'a vraiment pas besoin de ça. Avec Romagnoli comme capitaine, l'équipe, elle tourne très bien. Donc, je pense que ce serait vraiment créer des problèmes là où pour l'instant, personne ne le revendique plus. On n'a pas besoin, ouais. La marque de confiance, elle est importante. On l'a vu quand il s'est pété, Romagnoli. Didio a été le premier à envoyer des messages de soutien, à dire reviens vite, mon capitaine, alors qu'il savait qu'il allait récupérer le brassard. Il y a ce respect, en fait, pour Romagnoli dans le vestiaire et je vois pas d'intérêt pour Pioli, à part de chambouler l'effectif et l'ambiance au sein du groupe, de retirer le brassard à Romagnoli. Il démarre sa 6e saison. Hein. Il démarre sa 6e saison voilà. en plus avec nous. 35 matchs la saison passée, rien qu'en Serie A. Je pense que la symbolique est là et que, évidemment, que Guillaume le dit très justement, on n'a aucun intérêt, si ce n'est à le flinguer mentalement, de lui retirer le brassard après 3 matchs. Ça n'enlève rien à ses performances en demi-teinte, mais pour la symbolique et lui permettre de mieux se relancer, c'est quand même mieux. Très bien, on va clôturer ce débat autour du brassard de capitaine pour s'attarder
au débat du jour sur le joueur du mois d'octobre. Donc, vous avez voté également sur Twitter et Facebook. Nous avons pris en compte vos votes comme une personne. Donc, nous sommes 5 à voter. Adri, Théo, Facebook, Twitter et moi-même. Théo, je te laisse commencer. Qui est selon toi le joueur du mois d'octobre? Mon joueur du mois vient d'un pays scandinave et il porte le doux nom de Kjær. C'est Simon Kjær, mon joueur du mois. Énormément de concurrents en poste. Forcément, quand on est premier et qu'on enchaîne des rencontres, surtout quand on sort de 8 ans de galère, les concurrents se bousculent. Mais pour moi, Simon Kjær le mérite. Le mérite de par sa constance, premièrement. Un joueur qui ne déçoit pas, qui aligne et qui enchaîne les bonnes rencontres avec personnellement une efficacité défensive, moi, qui me bluffe. On en parlait juste avant, mais je ne serais même pas étonné s'il était amené à avoir le brassard à une rencontre cette saison. Toujours présent, toujours titulaire. Les minutes s'enchaînent et se ressemblent. C'est un joueur que je trouve solide et franchement, ses titularisations depuis le début de saison ne m'ont jamais déçu. Donc, même si voilà, Kjær, Kessié, Leao, Zlatan ou encore bien d'autres auraient pu mériter ma voix pour ce joueur du mois, je pense que c'est Simon Kjær qui le mérite. À 31 ans, j'espère qu'on va le compter encore pendant de nombreuses années dans nos rangs. Mais pour l'instant, il m'apporte pleine satisfaction. Et on parle d'un joueur qui a joué tous les matchs de la saison. Il a loupé seulement 20 minutes face à Bologne. Donc, c'était le 21 septembre. Et le reste du temps, dès le match amical face à Brescia en début de saison, c'est 90 minutes qui s'empilent, les 120 face à Rio Ave et 90 minutes avec le Danemark quand il est à la trêve. Pour un joueur de 31 ans qui a quasiment pas joué sous Gasperini, le voir à ce niveau-là, ça me rappelle le Kjær aux cheveux longs de l'AS Roma et de Palerme qui déjà se bagarrait avec Zlatan, ou encore pour si certains s'en rappellent, le duel Simon Kjær-Zlatan quand l'un était au Fenerbahçe et l'autre à Manchester United, où il y avait déjà eu de belles étincelles. Moi, ça me rappelle ce joueur-là. Total régal. Franchement, 31 ans, merci pour les travaux, Simon. Et pour moi, c'est le joueur qui aura ma voix sur le trophée du joueur du mois. Très bien. Adré. Alors pour moi, ce sera Kessié. Alors, il contribue aux victoires de l'AC Milan, mais différemment que de marquer des buts ou délivrer des passes décisives. Sur le mois, il a démarré 4 fois titulaire. Il a été remplaçant 2 fois, mais toujours rentré. Sur ce mois-ci, il a délivré seulement, entre guillemets, une passe décisive. Mais si on se penche vraiment sur les stats, vraiment dans le match, sur ce mois-ci, il a 92% de passes réussites, 2 interceptions en moyenne réussites par match, seulement un ballon perdu à chaque match. Pareil, une seule faute à chaque match aussi, 5 récupérations en moyenne par match sur ce mois-ci. Mais au-delà de ça, il dégage une sérénité, il est constant, il ne déçoit jamais, que ce soit ce mois-ci ou même depuis le début de la saison ou depuis notre série de 24 matchs. Mais ouais, c'est vrai que pour moi, ce mois-ci, c'est un peu le travailleur, entre guillemets, de l'ombre. Quand on se pose vraiment et qu'on regarde vraiment ses stats, on voit vraiment qu'il est important. C'est vraiment lui le patron du milieu de terrain. Donc voilà, pour moi, ce sera Kessié. Très bien. Pour ma part, c'est Zlatan Ibrahimovic qui remporte ce trophée de joueur du mois d'octobre. Quelle surprise! Pourquoi? Quelle surprise, quelle putain de légende, j'ai envie de dire. Et je le redis encore. Voilà, meilleur buteur du championnat. Ce mois d'octobre, c'est seulement 2 matchs en Serie A, vu qu'il a loupé Spezia. Donc, c'est l'Inter, la Roma, parce que celui face à l'Udinese, on est au mois de novembre, donc je ne le compte pas. Mais donc, c'est 2 doublés, en fait. 2 doublés en 2 matchs pour Zlatan Ibrahimovic, voilà, tout en sachant qu'il revenait du Covid à 39 ans. Donc, tu ne reviens pas du Covid à 20 ans comme à 39. Mais bon, pour Zlatan, ça ne lui change rien. On l'a vu dans un d'ailleurs, dans un super magnéto cette semaine où il dit faites attention au Covid, vous n'êtes pas Zlatan, donc vous, protégez-vous, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, du grand Zlatan. Voilà, il a métamorphosé le Milan, il a pris Leao sous son aile et permet de sublimer ses coéquipiers. Sur le terrain, c'est tout simplement une aisance technique hallucinante et un nombre de duels remportés de la tête ou au pied qui est impressionnant. Donc voilà, Zlatan Ibrahimovic, pour moi, est le joueur du mois. J'ai un commentaire d'ailleurs que j'ai chopé sur Facebook de Samir Samou qui va s'afficher. Zlatan a 39 ans, il est le meilleur buteur de Serie A. Mais au-delà de ses stats, c'est un joueur qui a métamorphosé l'équipe. Il pousse les jeunes vers l'avant, il leur montre l'exemple. D'ailleurs, pas mal de joueurs ont dit qu'avec lui, ils ont compris l'exigence,
que doit avoir un grand joueur envers lui-même. Il est là pour gagner, il les pousse à les suivre et à réfléchir comme lui. En une phrase, il leur a fait comprendre ce qu'est l'AC Milan, un club où tu deviens un grand joueur pour gagner tous les matchs et remporter des titres. Donc voilà, très bien résumé de la part de Samir Samou sur Zlatan Ibrahimovic. Mais du côté de Facebook et Twitter, ce n'est pas le joueur que vous avez choisi. Voilà, puisqu'il s'agit sur Twitter de Raphaël Leao. Voilà, je vais prendre par exemple le tweet de Alexandre Becker qui s'affiche encore. Leao doit être le joueur du mois. Il passe du joueur nonchalant à un mec qui est très très bon. Il va exploser cette année. Rapide, technique, il est formidable à droite, je pense. Benasser et Kier sont juste derrière des monstres. Voilà. Sur Twitter, vous avez également du coup parlé de Kier qui est arrivé juste derrière Leao. Voilà, je prends ce tweet de Chiro d'Ariza. Kier, sans aucune hésitation, il est indiscutable au niveau équilibre de l'équipe et de la défense surtout. Désolé, mais il est même au-dessus de Romagnoli. C'est une machine de guerre, Kier the Ragnar. Voilà pour sur Twitter. Donc sur Twitter, vous avez choisi Leao et sur Facebook également. Malgré voilà, le fait que Benasser est revenu beaucoup sur Facebook. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans cette émission, mais on salue le travail de Kessié. Mais Benasser a encore fait un très bon match aujourd'hui et en ce mois d'octobre. J'ai un petit coup de cœur, nous dit Fabio Setaborini, pour le maestro Ismaël Benasser. Un vrai travailleur de l'ombre, une montée en puissance incroyable. Il est devenu l'une des pièces maîtresses du Milan. Il bénéficie de 90% du temps de jeu. Il court partout, il n'est jamais épuisé et il est selon moi l'un des meilleurs milieux du championnat italien. J'ai rarement vu un mauvais match de sa part et en ce mois d'octobre, je l'ai trouvé extrêmement bon. Dernière en date, homme du match face à Prague en Europa League, c'est vrai. Donc voilà. Invaincu depuis 20 matchs avec l'Algérie Ouais. et 24 avec le Milan AC. Benasser, il a 22 ans. C'est facteur une X. très belle stat. C'est très très beau. Voilà, mais sur Facebook, vous avez quand même choisi également Raphaël Leao. Gaston Dobi nous dit, pour moi, c'est Leao. Beaucoup diront Ibrahimovic pour ses stats, mais ce n'est rien d'inattendu, alors que Leao fait un début de saison assez étonnant. En vue de son jeune âge et de ses stats moyennes de la saison dernière, beaucoup impliqué et très technique, il est très plaisant à voir jouer. Donc voilà, donc ce qui nous fait 2 votes en faveur de Leao, une en faveur d'Ibrahimovic, de Kier et de Kessié. Donc c'est Leao que vous avez choisi et qu'on a choisi chez Milan Actu comme le joueur du mois d'octobre. Le fait qu'on ait du Leao, du Zlatan, du Benasser, du Kessié, du Kier qui rentre dans la conversation, ça montre que l'effectif quand même réussit super bien, qu'il n'y a pas de Zlatan dépendance comme on a eu le débat la semaine dernière, que finalement en fait c'est toute une équipe qui est au sommet et qui nous tire vers le sommet, les gars. C'est un débat qui est plaisant à avoir, surtout parce que on sait de quelle galère on vient. On est passé d'une équipe qui s'est, il y a quelques années, reposée sur El Shaarawy après le départ du 11 légendaire qu'on avait en 2012, qui s'est reposée sur la flamme de l'espoir Balotelli, qui s'est reposée sur l'espoir de 2016. Pardon? Sans Menez aussi. On a eu des années où sans Menez, il y avait Bacca, enfin voilà. Menez qui nous avait porté un peu Carlos Bacca, qui lui, pour le coup, a vraiment assumé son statut à mes yeux de vrai buteur dans une période qui était difficile. On a eu Souzo. Enfin, on a rarement été une équipe scindée autour d'un collectif. Quand ça l'était, c'était des collectifs en bout de carrière où donc on ne voyait pas la perspective sur les années à venir. Et là, on a vraiment un sentiment, pas la certitude, parce qu'il va falloir encore du temps pour savoir si c'est vrai ou pas, mais on a un sentiment quand même de cohésion très forte. Et quand tout le monde se tire vers le haut, forcément, ton joueur du mois, il y a pas mal de concurrents. Et ça montre aussi, voilà, je disais très justement, Adrien, on a un groupe complet. Et plus on se bat pour le titre, plus on est nombreux. Et voilà, ça donne des performances à la chaîne qui s'enchaînent. Voilà. Et c'est beau à voir. Et pour appuyer ce que tu dis, une stat qui nous a été sortie là aujourd'hui, c'est Milan a gagné 16 points sur les 6 premiers matchs. La saison dernière, c'était 14 points en 13 matchs. Donc voilà, la stat est monstrueuse. Hein. La stat est monstrueuse. La différence entre 2019 et 2020 est pharaonique et peut-être que ça va nous permettre enfin un bon début de saison pour accrocher tout d'abord les places pour la Ligue des Champions de manière plus sereine et pas à l'arrache comme on l'avait pressenti peut-être en début de saison, tout simplement. Dites-vous qu'à cette époque, l'année dernière, on jouait avec Castillero en pointe, Souzo en numéro 10 et Paqueta et Borini en récupérateur dans un 4-3-1-2 de Giampaolo. Ouais. C'était la mort du football. Adri. Et ça, comme tu disais tout à l'heure, Théo, c'est vrai que c'est un débat qui est plaisant à voir parce que ça montre qu'on a vraiment de la qualité maintenant dans
dans cette équipe entre les Kier, les Benacer, voilà, j'en passe et des meilleurs. C'est vrai que maintenant, on voit vraiment qu'on a de la qualité dans cet effectif et qu'on peut en tirer quelque chose et on va faire quelque chose. Moi-même, je suis beaucoup plus serein maintenant avant les matchs. C'est vrai que des matchs face au Udinese, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est sûrement un match qu'on aurait perdu l'année dernière, même il y a 2 ans, 3 ans. Ouais, La Spezia, Crotone, il voilà, y en avait pas mal des comme ça matchs. où on décevait à chaque fois. On ne prenait pas de points face aux petits. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Guillaume, en début d'émission, on ne prenait pas non plus face aux gros. Maintenant, c'est vrai que voilà, on a vraiment une équipe maintenant. Il y a de bonnes individualités, pardon, mais on a surtout maintenant vraiment une bonne équipe. C'est ça. Et une dernière stat, parce que là, c'est l'émission des stats, mais ce qui montre aussi notre très bon début de saison, c'est que sur les 6 matchs qu'on joue, 6 fois, on ouvre le score. Et on se met directement dans des bonnes dispositions en fait, pour la rencontre. On domine le match dès le départ. C'est souvent en plus en première période qu'on marque. Je crois, je n'ai pas la stat réelle, mais il me semble que c'est quasiment de 100%. De mémoire en tout cas. Mais voilà, on domine dès le début du match, on se met dans de bonnes dispositions et derrière, voilà, on joue juste pour amener un maximum de points. Et là, ces 16 points en 6 matchs sont juste énormes. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires voilà, quel est votre joueur du mois. Jamais ça n'a pas été encore fait. Nous, on se retrouve le week-end prochain pour débriefer le match face à Lille. Et il y a du championnat ou pas la semaine prochaine où c'est pause Non, c'est le week-end prochain, le 8. Et On là, jouera c'est les Las Verona c'est les à Las Vérone domicile. avant la trêve. Et après trêve, et on se retrouvera le 22 novembre à San Paolo, après le match face au Napoli. Et ben voilà, on se retrouve du coup le week-end prochain pour un débrief du match face à Lille et face à l'Hellas. En attendant, bonne semaine. Ciao, Forza Milan. Salut. Ciao.